Teeth will never quarrel with the tongue, says an Ivorian proverb. Mark Levitt relies on that principle in a Conversations for Peace program. Mark has over 25 years' experience in helping multicultural teams on 6 continents reach their potential and maximize their productivity. His clients include some of Europe's top corporations. In Africa, he turned his coaching skills into peace-building exercise called Conversations in Peace. Here is Mark Levitt in a roundtable with other peace builders. Ladies and gentlemen, Mark Levitt. Thank you, Michael. Merci. I'm very honored to be with all of you and the great guest I have here today with the Global Peace Education Day 2022. Je suis vraiment très honoré, je vais continuer en français, je suis vraiment très honoré d'être ici pour cette journée mondiale de l'éducation à la paix 2022. J'ai avec moi 2 invités très impliqués eux-mêmes dans ce thème qui est aujourd'hui pour notre table ronde, c'est-à-dire comment est-ce que grâce à l'éducation pour la paix, nous pouvons prévenir la violence. En fait, mieux vaut prévenir que guérir, comme dit le dicton. Et je voudrais commencer par vous présenter Bakary Diaby de Côte d'Ivoire. Bienvenue, Bakary, à cette table ronde. Bakary est expert, membre du Comité pour l'élimination des discriminations raciales des Nations Unies. Bakary est aussi le coordonnateur général de la Coordination africaine des droits de l'homme pour les armées, que l'on appelle également CADA. C'est une institution qui est présente dans 17 pays africains. Bienvenue Bakary et merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Nous avons également Rachidi Adam. Bienvenue Rachidi. Je connais Rachidi depuis de nombreuses années, donc on se tutoie. Et donc Rachidi, tu es un agent du Fonds de développement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Tu es aussi président de l'association Paix et Éducation et facilitateur du programme d'éducation pour la paix de la Fondation Prem-Rawat. Rachidi, tu vis et tu œuvres au Bénin. Bienvenue. Et moi-même, quelques mots sur moi. Je suis conseiller en stratégie et leadership. Je développe et je facilite, j'anime des processus participatifs de changement en m'appuyant sur des approches collaboratives, comme par exemple l'art d'accueillir des conversations qui comptent. Et j'interviens notamment dans des situations post-conflit en utilisant des méthodes pratiques d'éducation pour la paix. Alors, eh bien, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de la Journée internationale de l'éducation pour la paix. Et je vais vous inviter tout de suite dans notre conversation sur ce thème crucial autour de l'éducation à la paix pour prévenir la violence. Je vais vous demander donc d'être concret et pratique afin que notre auditoire puisse bénéficier au maximum de votre expertise et votre expérience, car je sais que tous les deux, vous avez une grande expérience dans ce domaine. Et ma première question, c'est tout simplement, quelles sont les bonnes pratiques qui contribuent à prévenir la violence? Qui veut commencer? Bakary ou Rachidi? Je commencerai volontiers. Bien, bonjour à Marc, bonjour à tous, et vous dire que nous sommes très honorés d'être ici aujourd'hui pour participer à cette journée pour l'édification d'un monde meilleur bâti sur la paix. En fait, nous sommes dans des sociétés multiculturelles, multiethniques, où des communautés vivent les unes à côté des autres sans nécessairement se connaître et cohabiter, et avec des conflits latents. Pour nous, l'une des meilleures pratiques, c'est l'une des bonnes pratiques que nous avons dû expérimenter, c'est la cohésion des communautés par le sport. Faire participer plusieurs communautés, se rapprocher, faire tomber les murs de méfiance et bâtir un futur qui a des socles, des fondements sur la paix, de sorte que lorsqu'un conflit survient ou lorsque des moments de tension arrivent, on puisse trouver les mécanismes nécessaires pour parvenir à la paix, pour renforcer une culture de la paix. Merci beaucoup, Bakary. Merci. Rachidi, est-ce que tu veux répondre donc à cette question? C'est-à-dire, quelles sont les bonnes pratiques qui contribuent à prévenir la violence?
À toi. Merci beaucoup. Et les bonnes pratiques que je peux partager avec vous pour contribuer à prévenir la violence sont celles-ci. L'organisation des activités liées à la paix sans discrimination de race, d'ethnie, d'origine, d'appartenance politique ou religieuse. Je prends un premier exemple. L'organisation des pièces théâtrales à l'endroit de toutes les couches de la société avec des thèmes liés à la paix. Merci beaucoup. Et les bonnes pratiques que je peux partager avec vous pour contribuer à prévenir la paix, et la violence plutôt, j'allais dire, sont celles-ci. L'organisation des activités liées à la paix, sans discrimination de race, d'ethnie, d'origine et d'appartenance politique ou religieuse. Je pars d'un exemple. Organisation des pièces théâtrales à l'endroit de toutes les couches de la société afin de leur permettre de se mettre en contact avec les thèmes qui sont en lien avec la paix. Voilà un autre exemple qui, aujourd'hui, dans nos communautés, conduit à des conflits meurtriers. Je veux parler des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Au sein de cette communauté, il faut noter que nous avons organisé le programme d'éducation pour la paix à l'endroit des éleveurs et agriculteurs, ce qui a permis d'aborder des thèmes tels que la paix, l'appréciation de la vie, la force intérieure, la compréhension, la dignité, etc. Quand je prends par exemple le thème comme la paix et la force intérieure, cela a permis à ces participants de découvrir leurs forces et faiblesses, c'est-à-dire le potentiel qu'ils ont en eux afin de reconnaître la vie humaine. Aussi, un thème comme la compréhension, cela les a permis de comprendre la vraie valeur de leur propre vie et celle des autres. Ce programme les a vraiment aidés aujourd'hui à éviter beaucoup de conflits. Ça les a permis, au lieu qu'ils aillent vers la violence pour pouvoir résoudre des situations, ils vont vers la négociation, vers le dialogue pour pouvoir transcender les difficultés auxquelles ils sont confrontés, qui sont les conflits. Et aujourd'hui, il y a même des témoignages après avoir organisé ces PEP. Les éleveurs et agriculteurs se sont rapprochés de nous pour nous remercier et ils nous ont dit vraiment qu'on est venu pour les sauver. D'autres sont partis même jusqu'à nous dire il faut que ce programme soit traduit en langue locale afin de permettre les couches qui n'arrivent pas à parler français à pouvoir bénéficier de ce programme. Mis à part ça, je peux vous donner encore un autre exemple. Nous avons eu à intervenir dans les prisons. Dans ces prisons, ça n'a pas été facile. Au départ, sans vous mentir, avant d'intégrer dans la prison civile de Nati Tengou, par exemple, il y avait eu beaucoup de violence. Il y a beaucoup de violence dans cette prison. Mis à part même ça, quand on libère un prisonnier aujourd'hui, sans vous mentir, le lendemain, il commet encore autre forfait ou bien crime, il revient encore à la prison. Grâce au programme d'éducation pour la paix, ils ont quand même compris que la vie ici-bas, ce n'est pas en faisant du mal à son prochain qu'il faut réussir. Ce qui a permis dans cette prison au moins la diminution, une forte diminution du taux de violence et de récidive. Et mis à part ça, dans cette prison, on a constaté un changement de comportement à l'endroit des détenus. Un changement de comportement. C'est-à-dire,
ces gens ont pris conscience de l'acte qu'ils ont posé et regrettent même des fois pourquoi ils ont commis cet acte. Parce que le programme a touché leur cœur. Un exemple palpable aussi dans cet endroit, il y a un détenu quand on le libère, le lendemain, il vient, dont je tais le nom. Il est venu faire des témoignages auprès de nous. Il nous a dit vraiment, votre programme en réalité, ce n'est pas venu pour quelqu'un, c'est venu pour moi. Aujourd'hui, ce dernier, sans vous mentir, il a compris que la vie, c'est reconnaître le souffle de l'autre. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce dernier, il s'est lancé dans des activités génératrices de revenus. Depuis qu'il est sorti de la prison jusqu'à nos jours, il n'est plus revenu en prison parce qu'il a laissé de faire ce qu'il faisait. J'étais le nom de ce qu'il faisait quand même, parce que le droit de l'homme ne permet pas de dire certaines choses. Voilà un peu ce que je peux partager avec vous dans le cadre de la contribution pour prévenir la violence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rachidi. Très concret, très pratique. Merci beaucoup, Bakary. Et vos deux interventions me touchent et me rappellent en fait une histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire des deux loups. Dans un groupe d'Amérindiens, il y avait un jeune et il observait beaucoup ce qui se passe autour de lui. Et un jour, il s'est adressé au chef de la communauté et lui a dit, chef, j'ai une question. Pourquoi de temps en temps, il y a une personne qui peut être bonne un jour et le lendemain, elle va être violente, elle va être méchante, etc. Comment ça se fait que dans la même personne, il y a à la fois du bon et du mauvais? Et le chef se tourne vers lui et lui dit, tu as raison, tu as raison. Ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Il y a le bon loup et il y a le mauvais loup. Les deux coexistent à l'intérieur de nous. Et cet enfant, ce petit garçon réfléchit et dit, mais s'il y a deux loups et qui se battent, lequel gagne? Et le chef, avec un grand sourire, lui dit, c'est le loup que tu nourris qui va gagner. Et moi, ce que j'ai ressenti en vous écoutant tous les deux, c'est que, en fait, la paix, c'est une responsabilité individuelle. Ça me revient à moi. J'ai le choix à chaque instant de nourrir le bon loup ou le mauvais loup. Et en fait, je n'ai même pas à m'occuper d'éloigner le mauvais loup. Si je me concentre sur le bon loup, si je fais le choix de la bonté par rapport à la méchanceté, si je fais le choix de la générosité par rapport peut-être à l'avarice, si je fais le choix d'être conscient plutôt que de faire n'importe quoi, à ce moment-là, je vais nourrir au quotidien le bon loup et c'est lui qui va gagner. Donc, voilà ma contribution par rapport à cette première question. Tout de suite, la deuxième question. Alors, quels sont les éléments individuels que nous pouvons mettre en place pour construire une culture de non-violence? Et qui est-ce qui veut commencer? Je peux commencer. Allez. Les éléments individuels que nous pouvons mettre en place pour construire une culture de paix et de non-violence, c'est la pratique de la paix en soi. Mettre en pratique ces valeurs humanistes telles que le respect de soi et de l'autre, la découverte de soi-même, de faire des choix dignes qui nous permettront de passer toujours au dialogue que de passer à la violence, ce qui va nous causer des dégâts. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à cela. Merci. Il faut que je libère mon micro si on veut que je sois entendu. Merci Rachidi. Bakary, votre contribution sur cette question. Donc, comment construire une culture de non-violence?
Bien, les éléments individuels donc, pour développer donc, la culture de la paix, à mon sens, sont à deux niveaux. Il y a d'abord le niveau individuel personnel, pris au niveau de chaque individu, et il y a au niveau donc de la collectivité. Au niveau des individus, des particuliers, il faut développer une culture de la paix, de sorte que chaque personne, chaque individu soit enclin à choisir des voies de paix lorsqu'il est face à des situations conflictuelles ou alors des difficultés quelconques avec d'autres personnes. Il faut qu'il ait cette culture, disons, ce comportement de non-violence qu'il doit choisir. Mais ça ne se décrète pas, ça se cultive et ça s'éprouve. Et au fil du temps, c'est des comportements qu'on peut adopter. Mais aussi au niveau de la collectivité. Il y a dans nos communautés à la base des mécanismes traditionnels de résolution, de prévention des conflits. Je vais vous donner le cas de deux communautés qui vivaient côte à côte. Il y avait eu beaucoup de conflits par le passé. Et un jour, dans une période de tension, eh bien, un groupe de jeunes est allé dans le village voisin. Il y avait un jeune dans ce groupe-là qui ne s'est pas bien portant, qui est tombé. Alors, les gens sont allés rapporter dans l'autre village, eh bien que le village où les jeunes sont partis, on a un de nos membres qui a été agressé, il est tombé, alors que le monsieur ne se portait pas bien. Alors donc, lorsqu'on colporte ce genre de nouvelles, qu'il y a des mécanismes, disons, ça peut être les anciens dans nos communautés, par exemple, qui se chargent d'aller voir leurs collègues de leur communauté pour dialoguer, trouver les mécanismes qui existent, trouver des solutions pacifiques, eh bien, on peut enjamber les difficultés qui peuvent se poser, qui peuvent mettre dos à dos ou face à face des communautés en usant des mécanismes, des recours traditionnels de résolution, de prévention des conflits au niveau des collectivités à la base. Donc, pour me reprendre, il faut voir deux niveaux individuels donc, de culture de la violence, le niveau personnel au niveau de chaque individu, pris individuellement dans la société, mais aussi au niveau collectif, au niveau des communautés, ne pas être enclin à utiliser la violence, à avoir la vengeance privée comme solution, mais utiliser les voies de recours qui existent, soit traditionnelles, soit modernes, pour parvenir à la paix et éviter des situations où on agit par réflexe et après, ce sont les dégâts. Merci à tous les deux. Ce que j'entends, c'est qu'en fait, la paix, c'est une responsabilité personnelle. C'est entre mes mains, c'est encore une fois un choix. Je peux choisir la paix et j'ai envie de dire, je dois choisir la paix individuellement et puis ça va se manifester, ça va émerger, ça va déborder sur la collectivité. Et c'est vrai qu'au niveau collectivité, la tolérance, la solidarité, le partage, le respect, comme ça a été dit, mais aussi la justice. Et je crois, Bakary, que ce à quoi vous faisiez allusion aussi, c'est tous ces systèmes de justice qui existent et pouvoir les mettre en œuvre et bien sûr les respecter. Donc, un grand merci à tous les deux. On va poursuivre. Et la troisième question que je voudrais vous proposer pour l'ensemble de notre auditoire, de nos auditeurs, et ça sera également disponible sur le site web de Peace Education Day. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès après la conférence du 20 septembre 2022. Alors, messieurs, est-ce que brièvement, vous pourriez partager une pratique simple, pragmatique, qui peut individuellement permettre d'éviter le piège de la violence. C'est-à-dire, on peut dire, d'un côté, on peut dire d'éviter le piège de la violence, et de l'autre côté, on peut dire pour rester en paix, pour maintenir pour soi-même la paix et donc pour son entourage. Qui est-ce qui veut commencer? Alors, je commence cette fois-ci pour dire que, comment dit-on, la pratique individuelle serait par exemple ne jamais agir, ne jamais parler lorsque l'on sent qu'on est en colère. Il faut éviter de prendre une décision en ce moment. C'est forcément une mauvaise décision. Mais je vais aller plus loin. Au niveau individuel aussi,
c'est vérifier les informations qu'on a avant de les divulguer. Parce que vous savez, la rumeur, colporter des informations qui ne sont pas vérifiées, peut entraîner des dégâts, peut entraîner, bien entendu, des violences. Donc, tout ceci, individuellement, permet de prévenir la violence et préserver la culture de la paix. Merci, merci. C'est tellement précieux. Rachidi. Merci beaucoup. Et une pratique que moi je peux proposer est simple et pragmatique qui peut individuellement permettre d'éviter le piège de la violence est ceci. Comme le dit chez nous, avant de prendre une décision, écoute toujours la petite voix qui vient de l'intérieur de ton cœur. C'est très important. Et surtout, il faut que tu restes connecté à toutes tes facultés de ce qui c'est que être humain afin de prendre toute décision. Comme l'a dit mon prédécesseur, réfléchis 7 fois avant d'agir. C'est très important. C'est ce que moi je peux dire parce que mon prédécesseur en a dit beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Et je vois que, en fait, chacun de nous, on peut s'éduquer à la paix. C'est important, c'est fondamental. Mais je peux moi-même éduquer d'autres à la paix. Et pourquoi pas commencer par moi à m'éduquer à la paix, à pratiquer la paix. En fait, tout à l'heure, on disait c'est une responsabilité personnelle, c'est une expérience, c'est un comportement à partir de cette expérience que moi, je peux avoir, que de ressentir la paix. Et quand je ressens la paix, eh ben, même si en face de moi, il y a de la colère, il y a de la violence, je peux rester connecté avec mon être profond, rester connecté avec mon humanité et regarder l'autre, le considérer comme un autre être humain. Et bien sûr, ne pas répandre des rumeurs, ne pas répandre tout ça. Et peut-être vous connaissez les 3 filtres de Socrate. Je ne vais pas élaborer par rapport à ça, mais si vous ne connaissez pas les 3 filtres, ce qu'on appelle les filtres de Socrate, de vérifier que c'est vrai, de vérifier que ce que je vais dire va faire du bien à quelqu'un, regardez-les sur Internet, ces 3 filtres, c'est très, très utile. Donc, apprenons à nous éduquer nous-mêmes pour renforcer ce sentiment, ce comportement de paix. Eh bien, en conclusion, je vous invite à apporter votre conclusion à chacun d'entre vous, Bakary et Rachidi, sur ce thème. Et donc, parce que je crois que notre auditoire désire approfondir cet engagement vers la voie de la paix par l'éducation. Donc, comment est-ce que vous voyez le futur de l'éducation pour la paix, l'éducation à la paix, comme une aide pour prévenir la violence? Qui veut commencer? Alors, le futur, pour moi, chacun de nous doit être un ambassadeur de la paix. Une porte pour rentrer dans la paix durable. Ça voudrait dire quoi? Ne louper aucune occasion, aucune opportunité pour aller vers la paix et fermer toujours par anticipation toutes les portes de la violence. Voilà comment nous pouvons avoir une paix durable, individuellement parlant. Merci, merci. Et en fait, chacun qui nous entend, j'espère que vous ressentez à quel point vous êtes, vous, individuellement, un ambassadeur de la paix. Merci beaucoup, Bakary. Rachidi. Merci beaucoup. En conclusion, je vais d'abord dire que la paix, c'est une expérience personnelle et un comportement. Alors, sur ce, chacun de nous sur Terre, comme l'a dit d'autres, nous devons être des artisans de paix, œuvrer vraiment pour créer la paix en notre sein, en nous-mêmes, en notre sein et dans le monde. Que ce soit les autorités à divers niveaux, que ce soit les acteurs de la société civile, nous devons tous œuvrer pour faire vivre dans nos cœurs
cette paix que nous cherchons. Il est très important d'œuvrer pour ça. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Alors, Merci. je n'ai pas droit à la parole, mais il y a une phrase célèbre du père fondateur de la Côte d'Ivoire qui nous disait que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Fin de citation. Un grand merci à tous les deux, et ça confirme cette chose, que c'est une responsabilité individuelle, de vivre en paix. En fait, si je veux nettoyer quelque chose, je dois d'abord nettoyer mes mains. Et c'est un peu comme ça que je vis la chose, que je ressens. Si moi-même, je veux qu'autour de moi, il y ait la paix, ça commence par moi. Et c'est ça, cette responsabilité qui devient un comportement, comme effectivement le disait Félix Houphouët-Boigny. Donc, à partir de là, ça va déborder. Et j'espère que tous nos auditeurs ressentent ce besoin qu'a le monde, mais aussi ce besoin intérieur, ce besoin personnel, cette soif de paix qui nous anime, et pour pouvoir pratiquer cette paix. Donc, merci beaucoup, Rachidi. Merci beaucoup, Bakary, pour toutes vos interventions. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont là aujourd'hui et qui nous écoutent dans cette table ronde de Peace Education Day 2022. And back to you, dear Michael. Thank you.